Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Comme vous le savez, durant tout ce mois de novembre, on a décidé de consacrer toute notre ligne éditoriale au cinéaste Paul Schrader et on revient vers vous une deuxième fois à l'audio après avoir évoqué Yakuza, son premier scénario, pour parler aujourd'hui de Légitime Violence, plus connu sous son titre original Rolling Thunder. Et pour m'accompagner, je ne suis pas seul, je vous avais promis qu'il y aurait une équipe de choc à mes côtés durant tout ce mois et j'ai la grande chance d'accueillir Charlotte et Gré Pigeon qui sont avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va, et toi? Salut Spike, merci pour l'invitation. Ça va très bien, merci. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous accueillir et je suis content que Paul Schrader nous donne l'occasion de nous réunir. Alors avant qu'on s'attarde sur le film, on va vous présenter un petit peu et honneur aux dames. Charlotte, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et où est-ce que tu parles de cinéma en temps habituel? Oui, alors en ce moment, les plateformes les plus actives, c'est en podcast avec nos amis James et Faye et Sophie sur On a supprimé les rushs. On les salue bien fort. Et on les salue bien fort. De mon côté, de temps en temps, avec ma copine Gaëlle, j'anime Motif Cinéma qui parle de films pour la jeunesse et d'enfants. Et puis en featuring, donc chez les amis, comme chez toi par exemple. Et à l'écrit sur Sueur froide de temps en temps quand ils m'envoient des films. Voilà. Eh ben, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler cinéma. Et d'ailleurs, je crois que tu avais partagé un apéro ciné avec notre ami Toine consacré au Vietnam et à la vision du cinéma par rapport à la guerre du Vietnam. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire quelques parallèles. Donc, si vous avez un peu de temps à consacrer à cette belle émission que tu avais élaborée avec notre ami, je pense que c'est une écoute qui peut être intéressante avant de se pencher sur Légitime Violence. Oui, tout à fait, merci. Et puis, il faut pas hésiter à venir en parler sur le Discord parce que j'ai pas la vérité vraie en main. Donc, s'il y en a qui voudraient en discuter, parce que j'ai peut-être dit des bêtises, c'est avec plaisir. Et toi, Greg, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver dans le podcast consacré aux comics, Comics Fair, qui ne parle pas de reviews ou de titres récents. Nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment d'essayer de contextualiser des comics qu'on juge intéressants et d'expliquer pourquoi ils le sont. Donc soit parce que pour l'avis du scénariste, du dessinateur ou pour ce que ça raconte. Mais voilà, avec mon ami Spades. Et oui, Spades, qu'on salue bien fort lui aussi. Et puis, tout comme les productions de Charlotte, c'est des rendez-vous que je ne rate pas non plus. Les comics Stores sont vraiment passionnants. Puis, je pense qu'en plus de ça, l'une de tes autres passions majeures, c'est le cinéma, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Voilà, le comics et le cinéma, ça se ressemble beaucoup par plein des aspects. Il y a beaucoup d'ailleurs de scénaristes de comics qui viennent du cinéma, et inversement. Il est vrai, il est vrai. Alors, vu que c'est la première fois que vous venez dans l'émission, on va vous passer un peu sur le grill. Je suis désolé, on a deux petites questions rituelles qu'on peut dire un peu des questions de bâtard, on va pas se mentir. On s'est mis d'accord avec Charlotte pour dire au début qu'elles n'étaient pas faciles, ces questions. C'est vrai, je vous ai prévenu à l'avance, mais on a toujours du mal à trouver des réponses à ces deux questions, mais j'aurais quand même aimé savoir quel film vous ressemble le plus et lequel vous auriez aimé faire, ce qui n'est pas forcément la même réponse, et je donne la parole à Charlotte en premier, honneur aux dames. Bon, je donne une réponse qui sera pas la même demain matin, mais je vais Très dire bien. pour le film que j'aurais aimé faire en premier. Mhm. Pour le film que j'aurais aimé faire, je vais dire Le Seigneur des Anneaux parce que ça avait l'air de bien rigoler sur le tournage et que vu l'ampleur du truc, j'aurais adoré assister à ça. Voilà. Eh bien, figure-toi que tu as exactement la même réponse que notre amie Faye lorsqu'elle était Ah, venue. c'est vrai? Absolument, oui. Pour le coup, si je peux apporter ma petite pierre au déficit, j'ai entendu un podcast récemment sur l'histoire du tournage du Seigneur des Anneaux, justement. Je pense que les gens rigolaient pas mal sur le plateau, sauf Peter Jackson, qui faisait des journées de 22 à 23 heures. C'est clair. Mais bon, quel film et quelle pierre pour le coup dans la pop culture, moi ça m'aurait. Je Ouais, me c'est souviens clair. qu'à l'époque, j'avais vraiment envie d'être sur le tournage, quoi. Et puis pour le film qui me ressemble le plus, pareil, je vais donner une réponse qui sera pas la même demain matin, mais je vais dire Brésil. D'abord parce que j'aime le délire complètement énervé de Terry Gilliam et le côté hyper anarchique de sa façon de filmer, de ce qu'il raconte et le côté onirique aussi. Voilà. Ah, un film sans concession, c'est pas une réponse qu'on entend souvent, mais elle est très attachante, je dois dire. Et toi, Gré, alors? Alors, le film qui me ressemble le plus, alors c'est la question qui a été la plus difficile à trouver une réponse, et je vais faire pas très original. Je vais garder un film en lien avec le comics et je vais choisir le Superman de Richard Donner.
celui qui est sorti en 78, parce que je considère encore aujourd'hui que c'est le meilleur film adapté d'un comics qui soit sorti. Et aussi parce que j'ai grandi avec, parce que tout ce film, à chaque fois que je le revois, j'ai un sourire énorme sur le visage. Donc voilà, c'est peut-être pas le film qui me ressemble le plus, mais c'est un film qui me ressemble dans le sens où ça parle d'une de mes passions. Donc, et c'est un film que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Venant d'un spécialiste de comics, on est forcément attentif à cette réponse. Et celui que j'aurais aimé faire, alors je vais faire une réponse complètement opposée à celle de Charlotte. Moi, je ne vais pas prendre un tournage où ça s'est bien passé, où les gens s'éclataient. Au contraire, le film auquel j'ai pensé, ça a été un vrai cauchemar. Et j'aurais aimé pouvoir faire ce genre de film pour vous dire, je l'ai fait. J'ai survécu, donc j'ai choisi Sorcerer de William Friedkin, qui est un film complètement dingue, avec un acteur français en plus. Puis c'est Bruno Kremer. Et Amidou aussi, qui était français également, franco-marocain. Et un tournage incroyable. Donc je viens de finir l'histoire du tournage en livre, justement, qui relate exactement comment ça s'est passé. Tout a été compliqué pour Friedkin, du financement jusqu'au montage et à la sortie du film. Un vrai enfer. Mais il considère encore aujourd'hui que c'est sa plus grande fierté. Donc je pense que j'aurais aimé pouvoir le faire pour pouvoir dire, voilà, j'ai survécu et pouvoir être fier du résultat final malgré les embûches. Ah oui, il doit y avoir un sentiment d'accomplissement qui est vraiment intense quand t'es passé par autant d'emmerdes sur un tournage, parce que c'est vrai que c'est un de ces tournages maudits, hein. On peut citer Apocalypse Now aussi dans la même veine. La différence majeure et fondamentale, je dirais, c'est qu'Apocalypse Now a été un succès critique et public, ce que Sorcerer n'a pas été à sa sortie, hein. Absolument, oui. Alors mes amis, on est réunis aujourd'hui pour évoquer un film dont Paul Schrader signe le scénario. C'est son 4e scénario à l'époque et ce film c'est Légitime Violence, plus connu sous le nom de Rolling Thunder, qui sortira en 1977 et dont la réalisation sera confiée à John Flynn. Dans ce film, on va retrouver William Devane dans le rôle du Major Charles Rains, Tommy Lee Jones dans le rôle de Johnny Voden, Linda Haynes dans le rôle de Linda Forchet, et je vous propose, mes deux invités, de faire moi-même le résumé pour vous éviter cette corvée. Allez. Tu nous as déjà mis sur le grill à ton tour. Alors je m'y essaye, donc Légitime Violence, c'est l'histoire du Major Charles Rains qui rentre du Vietnam où il a été détenu pendant plusieurs années par les Viet Cong pour des raisons qui n'apparaissent pas très claires dans le film. On va donc se placer de son point de vue au moment où il retourne au pays, aux États-Unis, où il est accueilli en héros dans une certaine mesure par sa ville, mais où on va vite découvrir que finalement la vie a continué sans lui alors qu'il était loin, parti faire la guerre. Le film va prendre un tournant dramatique majeur le jour où la femme et le fils du Major Rain vont être assassinés devant ses yeux et où le héros du film va donc se lancer dans une croisade de vengeance folle et éperdue au volant de sa Cadillac. Voilà comment je résumerai le film, et c'est peut-être avec ce résumé qu'on comprend mieux le titre, Rolling Thunder, qui évoque un peu la croisade de William Devane au volant de sa Cadillac, ou roulant vers la vengeance au son des détonations. Mais je crois, Charlotte, que tu avais une autre explication pour ce titre. Oui, alors en fait, Rolling Thunder, c'est le nom d'une opération qui est lancée en 1965 par le président Lyndon Johnson, une opération de bombardement aérien, donc au Vietnam, dont le but est de couper les voies de communication entre le nord et le sud, de mettre un coup de pression psychologique par une démonstration de force et de pousser le Viet Cong à négocier la paix. Ce que Johnson n'a pas exactement pris en compte, c'est que le Viet Cong a le soutien de l'URSS par le biais de batteries de missiles que l'URSS fournit aux combattants, donc des missiles anti-aériens. Non seulement les USA n'atteignent pas leur but, mais c'est en plus un échec absolument monumental pour une opération qui a duré plus de 3 ans et demi quand même. Qui a abouti à la destruction de plus de 900 avions. Il y a eu 182 000 civils tués et 52 000 morts militaires. Et il se trouve que l'image du pilote de guerre fait prisonnier au Vietnam est en fait devenue une figure mythique du héros de guerre. Donc en fait, quand on rencontre le personnage de Charles Rain, il porte en lui cette image de héros qui revient de la guerre, quoi. Voilà, pour un contexte rapide. Est-ce qu'on pourrait dire qu'historiquement, l'échec de l'opération Rolling Thunder a conduit un petit peu à alimenter un petit peu les mouvements contestataires aux États-Unis ? Non seulement ça a alimenté les mouvements contestataires, mais en plus, ça a fortement contribué à mettre un terme à la guerre, quoi. Parce que, en fait, c'est 3 ans et demi de bombardements qui
se conclut par l'offensive du Tet, qui est cette offensive qui a eu lieu dans toutes les grandes villes du Vietnam, en fait, prise d'assaut par le Viet Cong et qui a été une vraie catastrophe pour les USA, quoi. Alors je te remercie pour cette précision. Vous voyez qu'on avait raison de vous conseiller l'apéro ciné spécial Vietnam que tu avais partagé avec Toine, puisqu'on est immédiatement dans le vif du sujet. Et c'est vrai qu'on te remercie de nous avoir informés de ce fait historique parce que, Grete, tu vas peut-être me contredire, mais moi j'étais un peu passé à côté et après en revoyant le film, j'ai comparé les dates et même si jamais ça ne va être explicite dans le long métrage, les dates semblent correspondre. Le Major Charles Rhine pourrait avoir participé à l'opération Rolling Thunder et avoir été prisonnier. Ouais, d'ailleurs, c'est mentionné dans le film qu'il a été prisonnier pendant à peu près 7 ans, hein. Donc, et quand il est parti, il avait un jeune fils qui avait 1 an, je crois, et là, il a à peu près 8 ans quand le film débute. Donc, il a un jeune fils qu'il ne connaît pas du tout. Et Rolling Thunder, hein, pour rebondir sur ce que disait Charlotte, il s'inscrit vraiment dans l'ère du temps aux États-Unis de l'époque et l'ère du temps aussi au cinéma, parce qu'il s'inscrit dans une vague qui c'est pas le seul film, hein, qui revient sur le retour difficile des vétérans abandonnés par leur pays. Et il y a eu d'autres films qui explorent le retour difficile des vétérans abandonnés par leur pays. Avant Rolling Thunder, il y a eu d'autres films. Je pense à Targets de Peter Bogdanovich, un peu plus connu, et un peu plus bourrin, je dirais. Il y a L'inspecteur ne renonce jamais. C'est le 3e opus des Inspecteurs Harry, c'est pas le meilleur, mais les méchants, je ne sais pas si vous vous souvenez, sont des vétérans du Vietnam. Ah oui, c'est exact. Qui sont des terroristes, hein, ils s'en prennent au maire de San Francisco. Al Ashby a fait un film qui s'appelle Coming Home, qui est sur la même thématique du retour difficile. Et un peu comme dans Rolling Thunder, avec un soldat qui revient pour retrouver sa femme avec un autre homme. Il y a évidemment The Deer Hunter de Michael Cimino, qui parle évidemment du même thème. Et l'exemple le plus connu, le plus frappant, c'est le premier Rambo, qui est sorti quelques années après Rolling Thunder. Oui, j'allais le dire, sur ce qu'a établi Rolling Thunder, on voit un peu le début de ce que sera First Blood, donc Rambo, le premier, avant que la saga bascule dans une idéologie guerrière un peu déplorable, il faut bien le dire. On est souvent à la frontière avec le film bien de droite quand même, un peu avec ces thématiques. Et c'est le cas de Rolling Thunder également, hein. C'est un film de vengeance par plein de côtés. Paul Schrader lui-même qualifie parfois le film de fasciste. Je trouve qu'il exagère un petit peu, oui. Mais je pense notamment à l'Inspecteur Harry, par exemple. Là, on y est carrément. Oui. Hein. Alors le retour du vétéran du Vietnam, ça n'est pas inédit dans la filmographie de Paul Schrader, puisqu'il a déjà signé le scénario de Taxi Driver. Vous pouvez retrouver l'article écrit de Toine qu'il a consacré au film sur notre site. Et je crois justement, Greg, que tu voulais inscrire un peu plus le film dans la filmographie de Schrader et quelles étaient vraiment ses intentions au moment d'écrire Rolling Thunder. Tout à fait. En fait, pour Schrader, Taxi Driver, c'est un film d'auteur et réalisé par un jeune réalisateur, mais qui a une vraie patte, un vrai message à porter avec son film. Et lui, il voulait avec Rolling Thunder faire un film de pure exploitation, donc populaire, qui s'adressait aux masses, pas comme Taxi Driver. Et ça lui permettait aussi d'aborder des thèmes et d'explorer un petit peu plus loin des problématiques qu'il n'a fait qu'aborder dans Taxi Driver, et notamment tous les flashbacks qui reviennent sur le passé en captivité du personnage de Devane. On les a pas dans Taxi Driver, on peut les deviner, elles sont en filigrane, mais là elles sont clairement explicites. Et il va même faire carrément des rapprochements entre ces passages, ces moments en captivité et les moments où il est de retour chez lui, où il va reprendre les postures qu'il avait physiquement quand il était en prison. Absolument, on s'interroge sur ce retour au bercail et s'il est vraiment un accomplissement pour ce personnage qui, dans sa tête, est toujours en captivité. Il y a derrière Rolling Thunder le spectre du PTSD, du syndrome post-traumatique. On ne peut pas le nier, c'est un axe essentiel du film. Alors on ne va pas se risquer à nous aventurer sur un terrain médical qu'on ne connaîtrait pas parfaitement, mais on peut quand même s'interroger sur comment John Flynn, le cinéaste, va les représenter à l'écran. Tu l'as dit, on a des images très claires, alors que dans Taxi Driver, on n'en avait aucune. Ici, on a des séquences en noir et blanc, où le Major Rhine est malmené par des Viet Cong et où il est victime de torture visiblement à l'écran. Il y a la volonté peut-être de choquer un peu plus, de montrer un peu plus la réalité du Vietnam que dans Taxi Driver, j'ai l'impression.
Ouais, ils sont revenus complètement morts, en tout cas émotionnellement, du Vietnam, et ils savent, en tout cas ils ont ce sentiment-là qu'ils vont plus jamais éprouver aucun plaisir. Et le seul plaisir que Rain va ressentir, c'est quand il va soit recevoir de la violence, soit en infliger. À tel point que quand il revient du Vietnam et que sa femme lui annonce très rapidement qu'elle a eu une aventure avec un autre homme, et d'ailleurs qu'elle est amoureuse de cet homme et qu'elle veut se marier avec lui, il n'a pas vraiment de réponse. On sent qu'il est en colère, qu'il retient même des larmes, mais il va gérer sa douleur intérieurement. La seule manière qu'il sait faire, qu'il a appris à faire pendant sa captivité, celle qui lui a permis de tenir le coup, il va revivre intérieurement ses séances de torture et il va s'infliger un entraînement physique exigeant. Donc il va faire des pompes, mais de manière très poussée, très physique, pour, j'allais dire, se vider la tête, mais non, c'est même pas ça, parce qu'on voit au moment de la scène qu'il repense à ses moments de torture à ce moment-là. Il veut quelque part payer continuer à payer pour la vie qu'il a. Tu disais qu'il n'était pas revenu, enfin qu'il était mort en fait déjà. Et il y a ce montage alterné du moment où il se réveille et où il reprend les mêmes rites de sa captivité, où il fait ses pompes, où il refait son lit 3 fois. Et en fait, moi, la conversation avec sa femme, je l'ai pas tout à fait perçue comme ça. Alors après, moi, je l'ai vue dans une qualité un peu pourrie et en français. Donc peut-être que j'ai pas exactement eu les bonnes intentions, mais j'ai l'impression qu'il est, comme tu dis, il est pas revenu et du coup, ce qu'elle lui annonce, ça glisse sur lui un peu comme si de toute façon plus rien n'avait C'est d'importance. tout à fait ça. On sent qu'il s'en moque. La seule personne qui lui tient à cœur encore à ce moment-là, c'est son fils. Ouais. Et d'ailleurs, il va dire à sa femme, on savait que ça allait arriver. Lorsqu'elle lui annonce qu'elle a une aventure extra-conjugale, il lui dit, on savait que ça allait Ouais. arriver. C'est quelque chose de très fort, j'ai trouvé, comme Ce qui réplique. n'est pas le cas pour le deuxième personnage dont on va suivre un peu l'histoire également, celui de Tommy Lee Jones. Lui, sa femme a l'air encore très éprise de lui. C'est lui qui a beaucoup plus de Hmm. mal à reprendre la vie qu'il avait avant de partir. Sa famille a toute la famille américaine idéale, jusque dans la caricature. Même, je pense au grand-père, par exemple, un peu bougon, qui fait vraiment personnage de sitcom Mhm. presque, ou la femme de Tommy Lee Jones. Mais ça reste des personnages très annexes, hein, quand même. Et très caricaturaux, hein, parce qu'ils sont pas aidés, hein. Franchement, le portrait qui est fait de la famille américaine un peu populaire, c'est pas tendre, hein. Que ce que va faire Flynn, ou Shredder plus probablement, est très intéressant dans le sens où, comme tu disais Charlotte en introduction, le soldat qui revenait prisonnier de guerre revenait en héros. Mais le public ne comprend pas ce qu'ils ont subi et ne comprend pas que ces hommes ne peuvent pas redevenir tels qu'ils étaient avant leur capture. Et c'est la scène avec Cliff, donc l'amant de sa femme, qui va nous expliquer en fait ce que ressent Rain, pourquoi elle ne peut plus être normale, pourquoi elle ne le sera probablement plus jamais, et qui nous montre également avec le personnage de Cliff cette incompréhension des gens vis-à-vis de ce que eux seuls peuvent comprendre. Eux seuls ont subi ce qu'ils ont subi, et le fait que Rain explique à Cliff ce qu'il a subi, Cliff ne peut pas l'entendre, ne peut pas le comprendre également. Mais elle est très bizarre, cette scène d'ailleurs, parce que c'est Cliff qui initie l'échange et qui veut, à demi-mot, savoir ce qu'a vécu le Major Rain. Il y a une espèce de fascination morbide du public qui a l'air d'être théorisée à ce moment-là. Il y a cette réponse qui résonne particulièrement, cette réponse du Major Rain qui dit que pour résister à son bourreau, il faut aimer la corde. Là aussi, on voit la qualité d'écriture dans les Il dialogues, faut je trouve. apprendre à aimer la souffrance. Oui, il faut préciser qu'il est très souvent torturé avec une corde dans les scènes de flashback. C'est une scène vraiment où Cliff passe presque pour un idiot. On a envie de le frapper. Et tellement il est bête et tellement il a du mal à comprendre ce que lui explique Reigns. Mais Reigns est assez patient avec lui. Hein. Il est presque fier en fait d'expliquer ce qu'il a subi. Bah, on sent qu'il y a il y a un peu de la provoque Ouais. quand il lui dit tu t'oses pas me demander, mais en fait t'as envie de savoir ce que j'ai subi. Et qu'il lui montre la scène, elle est horrible parce qu'en fait Cliff, c'est le gars qui est resté, qui a aucune idée, et pourtant c'est un flic, hein, mais qui a aucune idée de la violence qu'a subi Rain, et c'est lui qui va faire subir à Rain les mêmes sévices que ce qu'il a vécu au Vietnam quand il était prisonnier. Et une façon, encore une fois, de dire qu'il est encore victime en fait de l'Amérique en fait. J'ai quand même l'impression qu'avec Rolling Thunder, on peut s'interroger sur la mission du soldat et comment Paul Schrader et John Flynn la perçoivent. Comment est métaphorisé le devoir militaire dans le film? On a l'impression que c'est une souffrance, une torture, on l'a dit, et un but presque inutile. On ne sait pas quelle était la mission du Major Rain, on ne cherche pas à lui soutirer des informations en le torturant, on a l'impression que cette poursuite de l'idéal est complètement vaine. Alors qu'est-ce que ça implique comme charge émotionnelle et comment ils y font face?
On a l'impression que le soldat a besoin de se réfugier dans une rigueur presque robotique. Et du coup, j'ai eu l'impression, moi personnellement, que Rolling Thunder n'était pas du côté de l'armée, mais qu'il était plutôt du côté des soldats, et c'est une nuance importante dans le film. Et j'allais dire, moi, c'est une constante de la filmographie de Paul Schrader, qui, pendant toute sa carrière, pendant presque 50 ans de carrière, va avoir à cœur de mettre en avant l'individu plutôt que la collectivité. Et dans le cas précis, c'est le soldat, Rain, son compagnon, qui font partie de l'armée, mais que l'armée a abandonné, et qui pour s'en sortir, ne peuvent faire confiance qu'à eux-mêmes. Bah, en fait, dans le cinéma sur le Vietnam, le cinéma américain sur le Vietnam, c'est extrêmement rare les films qui mettent en avant l'institution, l'armée, plutôt que les soldats, en fait. Il y a peut-être un film qu'on peut citer qui est Les Bérets Verts avec John Wayne, mais qui est un film de C'est propagande. presque Sinon, une caricature, même, ce film. ouais, c'est une caricature. Et en fait, les autres films, les grands films qu'on connaît, sont des films qui sont pas tellement pro-militaires, c'est plutôt même très anti-militariste, en fait. Sur ce conflit-là, en tout cas. C'est souvent des films même très intimes, non? Bah oui, parce qu'on s'attache à des personnages, à un personnage en particulier. Si on pense à Apocalypse Now, on a le personnage de Martin Sheen. Si on parle de Platoon, c'est celui de son fils, Charlie Sheen. Enfin, c'est vraiment des films qui suivent un personnage plutôt qu'une troupe, malgré le nom de Platoon d'ailleurs. Il y a l'exemple de Full Metal Jacket Et il y a Full Metal Jacket aussi, c'est qui, vrai. qui a un personnage principal fort, mais qui quand même suit une troupe, enfin une division. Ouais, cela dit, chez Kubrick, je crois qu'on peut pas trop le taxer d'être pro-militaire, parce que lui, pour le coup... Assurément. Alors, ensemble, chers amis, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'image de l'Amérique qu'élabore Paul Schrader dans son scénario et que John Flynn met en image. Moi, pour ma part, et je sais que c'est peut-être pas un ressenti qui sera totalement partagé autour de notre table virtuelle, mais j'ai l'impression que c'était une Amérique de façade qu'on opposait au retour du Major Règne, une Amérique un peu hypocrite qui accueille ses héros, mais qui en même temps est un peu viciée au plus profond d'elle. On l'a dit, la vie maritale du Major Règne s'est détruite pendant sa captivité, et finalement, les gens ne l'ont pas attendu. La vie a continué dans cette bourgade. On célèbre certes son héros, mais d'une manière tape à l'œil, alors que derrière la convenance, il y a finalement des gens qui sont désintéressés du conflit. C'est par exemple les caméras de télé et les grands magasins qui vont l'accueillir à son arrivée, et on voit là un petit peu le spectre de la société de consommation américaine, du moins c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Je crois que toi Charlotte, t'étais un petit peu plus partagée sur cet avis. En fait, je suis un peu partagée sur l'accueil parce que je trouve que c'est étonnant de voir un accueil aussi chaleureux parce que effectivement, on le remercie avec cette valise de pièces qui équivaut au nombre de jours en captivité. Et en même temps, on se rend compte que son épouse et lui, ils se connaissent à peine en fait. Ils ont dû être mariés 1 an et demi, 2 ans avant son départ. Quand il revient chez lui, il dit ah t'as pas changé ça. Ah je me souviens je me souviens que tu faisais ça. Elle se rappelle qu'il aimait les caramels. Enfin on a l'impression qu'ils se connaissent à peine. Et que l'accueil qu'elle lui fait en public, elle le serre dans ses bras, etc., n'est vraiment que pour la télévision. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que c'est dû au fait, cet accueil chaleureux, qu'on est au Texas, donc qui est un État qu'on sait être non seulement conservateur, mais aussi patriote. Est-ce que c'est dû à l'emplacement où se situe le film? Est-ce que c'est parce que voilà, il faut faire bonne figure et mettre en avant malgré tout son armée? Je sais pas. On sent qu'il a un discours complètement calibré quand il parle au micro où il dit nous avons été persuadés que nous avions le soutien de notre famille et de notre président. Ça a fait de moi un meilleur citoyen. Enfin bref, il y a tout un décorum qui est étrange en fait, qu'on sent être pas tout à fait naturel. Donc moi je suis un peu partagée là, je reconnais que j'ai pas tout à fait compris l'accueil qui lui est fait. Pour le coup, quand il reprend une vie un peu normale et qu'il va boire une bière comme n'importe qui, il est plutôt bien accueilli d'ailleurs, on lui offre sa bière. Il est encore très bien considéré, on lui crache pas au visage, comme on pourrait le penser, par exemple, si c'était un héros qui reviendrait dans une plus grande ville comme New York, ou avec plus de contestataires. On sent pas une contestation dans cette ville.
Il y a des démonstrations d'affection claires, il y a une certaine sympathie pour ce qu'a vécu et ce à quoi a survécu le Major Rain, mais est-ce que derrière ces grandes démonstrations, il y a une vraie adhésion au combat qui a été le sien? Rien n'est moins sûr finalement. Bah, il a été prisonnier de guerre, donc peut-être que ça adoucit un peu le côté engagé du combat, comme par exemple un soldat sur le terrain aurait été peut-être moins bien accueilli, je sais pas. Mais il y a un truc effectivement de décorum, hein, on fait ça parce qu'il y a la télé, mais dans le secret des maisons, sa femme est partie avec quelqu'un d'autre, quoi. J'ai l'impression qu'elle est un peu là, la zone floue shredderienne qu'il y a dans la plupart de ces films et qu'on essaye de théoriser pendant tout ce mois de novembre. Mais il y a quand même juste un point enfin, qui est important, je pense, c'est que le film date de 77 et c'est qu'en 77, la guerre, elle est terminée. Et donc, il n'y a plus la Ouais, même ouais, rage, la même colère c'est de vrai. la part des gens qu'il y a pu y avoir quelques années auparavant, Mm. quand la guerre avait encore lieu, quand les soldats mouraient Hmm. encore tous les jours. À ce moment-là, il reste plus que quelques héros à sauver, ceux qu'on peut encore récupérer, qui ont été prisonniers, comme le Major Rain. Il n'y a plus de raison de leur en vouloir à ceux-là. L'une des forces du cinéma de John Flynn, du moins pour ce long métrage-là, j'ai l'impression que c'est aussi sa narration par l'objet. Il va s'appuyer sur des accessoires, plusieurs, et il va en faire des vrais symboles de l'Amérique. Par exemple, il y a la Cadillac qu'on offre au Major Rain au moment de son retour. Il y a aussi son uniforme qu'il revêt à des instants clés du récit. On pourrait aussi citer ses lunettes de soleil qu'il décide d'arborer lorsqu'il veut cacher son visage aux autres ou lorsqu'il ne veut pas le regarder dans les yeux, comme il le dit au personnage de Tommy Lee Jones au début du film. Alors, je vous avais proposé avant d'enregistrer l'émission de chacun choisir un objet. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui vous a semblé important dans le film? Un objet, un accessoire qui symbolise un peu l'idée qu'a voulu transmettre Shredder et aussi Flynn, puisque c'est son film avant tout. Alors moi j'ai choisi, alors on va devoir spoiler un tout petit peu ce qui va se passer un petit peu plus tard dans le film. J'ai choisi le crochet. Alors donc le Major Rain va subir une attaque qui va être extrêmement violente, vraiment on peut le dire, hein, dans lequel il va perdre une main. Et cette main va être remplacée par un crochet qu'il va arborer, j'allais dire fièrement. En tout cas, jamais on va ressentir une quelconque gêne vis-à-vis de ce crochet. Bien au contraire, il va s'en servir pour torturer même quelques-uns de ses ennemis. Et ce crochet, je ne saurais pas exactement exprimer ce qu'il symbolise. Peut-être, mis à part le fait que ça paraît presque irréel en fait. Un homme comme ça, un héros handicapé, il ne lui manque une main, il a un crochet à la place de la main. On, on sent presque que là, le film passe dans une autre dimension, dans le sens où on est dans l'irréalisme. Ce n'est plus possible qu'un héros qui soit censé être tout puissant, très fort, avec les armes à la main, comme ça va l'être, mais il est néanmoins handicapé. J'ai peut-être une interprétation à te proposer parce que je repense à cette scène où on le voit aiguiser son Ouais. crochet pour en faire une arme justement, et à partir de ce moment-là, une extension du corps du Major Rain devient une arme, devient un objet de danger. J'ai l'impression que là, on théorise un petit peu l'être devenu mécanique, qui n'est plus qu'un outil. Un très bon exemple que tu cites, c'est une scène qui pourrait être tirée de Rocky IV. On a un montage dans lequel on va le voir s'entraîner à utiliser sa fausse main pour remplir de balles un pistolet, comme tu le dis, pour l'aiguiser, pour devenir plus efficace, plus puissant, plus mécanique. Et toi, Charlotte, tu avais un objet? Alors, moi, je voulais parler du fusil du Major Rain. Alors, d'abord, c'est un pilote, donc il n'a pas tiré pendant la guerre du Vietnam, pas tiré avec une arme de poing en tout cas, ou un fusil, puisqu'il était dans son avion et qu'il larguait des bombes. Donc déjà, on voit que dans son espèce d'atelier, il a toute une collection d'armes. Et la première chose quand il rentre chez lui, c'est un plan de lui en train de ranger un fusil. Et dans le plan suivant, on voit sa femme et son fils qui discutent. Et on comprend que ce fusil est un cadeau de son fils. Et qu'il l'a choisi en plus avec Cliff, donc l'amant de la mère. Donc il y a un truc déjà un peu étrange de se dire que c'est son fils qui a, enfin pour nous en tout cas français, que c'est son fils qui a choisi son arme. Et en fait, ce qui m'a frappé avec l'histoire du fusil, c'est que une fois que quand il part se venger, pardon, il va utiliser ce fusil et il y a une autre scène qui répond à l'utilisation des armes vis-à-vis des enfants. Il y a une scène un peu plus tard qui répond à cette idée que les enfants et les armes, c'est quelque chose de commun aux États-Unis. Il y a un personnage qui va se faire tuer dans un bâtiment
un peu plus tard dans le film, et il va se faire tuer sous les yeux d'un enfant. Et il y a une idée chez Schrader, je pense, d'une transmission irréversible de la violence d'une génération à l'autre, parce que ce sont des gens qui ont vécu dans la violence toujours. Et quand Rain rentre d'ailleurs aux États-Unis, il rentre dans un monde qui est aussi violent que celui qu'il a quitté pendant ces années de captivité. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, au moment où le Major Rain s'établit dans une autre pièce que la chambre conjugale pour passer les nuits, parce qu'il a des petits problèmes avec son épouse, on l'a dit, mais aussi parce qu'on imagine que le retour au bercail n'est pas facile, dans cette pièce, il est totalement entouré d'armes à feu clouées au mur, et c'est un symbole vraiment très fort dans la mise en image de John Flynn. Dans sa conversation avec Cliff, justement quand Cliff ose à peine lui demander ce qu'il a vécu pendant sa captivité, il y a une disposition des armes sur le mur qui pointe toujours la tête de Rain. C'est assez étrange comme mise en scène. Alors il y a un autre objet symbolique sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est le saint dollar. Quand le Major Rain regagne son bercail, on va lui offrir, tu l'as dit tout à l'heure Charlotte, des pièces en argent équivalent chacune à un jour de sa captivité. Un butin qui se monte à peu près à $2000. Et là j'ai trouvé qu'il y avait un pur geste d'écriture de la part de Schrader, et j'aimerais qu'on analyse ensemble la scène du vol et du meurtre. Comment Flynn va filmer cette scène d'une part ? D'abord, il va définir la psyché du Major Rain comme inflexible, qui ne va pas lâcher le moindre mot face à ses bourreaux venus chez lui lui dérober son argent, et on comprend immédiatement que ça va être un vrai manifeste pour tout le film. Le Major Rain est presque invincible finalement. Il est invincible, mais il est aussi insensible, à tel point qu'il s'amuse presque de la douleur qu'on lui fait subir, jusqu'à la fameuse scène avec la main. Mais c'est une scène qui m'a posé beaucoup de questions. J'ai eu du mal à comprendre son entêtement. Les raisons qui le poussent à s'entêter de la sorte, autre que le fait d'avoir envie de souffrir. Il y a un côté... Alors, la scène est tout à fait regardable parce qu'il n'y a pas du tout de son, à part de la musique. Et qu'elle est montée en alternance avec des images de sa torture au Vietnam. Moi, ce que j'en ai compris... c'est vrai qu'il y a un côté de plaisir de la torture. Comme il le dit avant, il a appris à aimer la corde. Mais en fait, c'est peut-être la seule chose, c'est peut-être le seul moment où il se sent vivant, c'est quand on essaye de le tuer, en fait. Ce qui est hyper tragique parce que ce qu'il a vécu et l'état dans lequel il est irréversible, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la scène, en tout cas. Est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir une espèce d'état des lieux qui viserait à dire que le Major Rain n'a pas fini sa mission, il n'est jamais réellement rentré du Vietnam, il a toujours le devoir de se montrer silencieux face à ses bourreaux. On a l'impression que finalement il n'a pas vraiment débranché en retournant chez lui. Mais il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a interpellé dans cette scène, qui, pour moi, est là un geste de pure écriture, c'est le fait que les voleurs qui viennent chez lui viennent lui dérober son argent, mais pas sa voiture. Je rappelle, le butin équivaut à peu près à $2000. J'ai pas le prix d'une Cadillac neuve à l'époque, mais j'imagine qu'on peut sûrement en tirer plus. Alors qu'est-ce que Schrader il a voulu symboliser par là ? Que ces voyous qui viennent s'en prendre au Major Rain s'attaquent à l'Amérique directement et à ses symboles, parce qu'ils prennent en otage la famille d'un soldat, et en plus ils lui dérobent son argent qu'il a gagné à cause de sa torture. Est-ce qu'on peut voir là une espèce de déconstruction de la société américaine et une mise à jour des valeurs qui n'a plus aucune consistance ? Mais, je sais pas, mais en tout cas, quand on lui demande de dire où est l'argent, il donne son numéro de matricule. Alors, il répond par un chiffre, mais pas par le bon, quoi. Il répond par un chiffre par la parole et pas par le chiffre concret des... Mais moi, c'est ce moment-là, je l'ai vraiment imaginé comme il revit en fait la torture qu'il a vécue quand on lui demandait probablement de parler quand il était torturé. Il devait mécaniquement donner son numéro de matricule. C'est comme ça que je l'ai imaginé. Très probablement. Alors il faut souligner que cette scène, tu l'as dit Charlotte, elle est complètement regardable, mais elle porte quand même en elle une violence certaine, et c'est peut-être ça qui a parlé à Quentin Tarantino, puisque je place ma petite anecdote. Quentin Tarantino a fondé une compagnie qui s'appelait Rolling Thunder Pictures, en hommage au film. Alors malheureusement, sa compagnie n'a pas connu un avenir très radieux, puisqu'elle a rapidement sombré et fait faillite. N'empêche que Quentin Tarantino a souvent répété que Rolling Thunder était un de ses films favoris et qu'il l'appréciait tout particulièrement. Pour une petite anecdote autour de Tarantino, on peut penser au personnage de Christopher Walken dans Pulp Fiction,
qui revient et qui vient donner la montre au jeune Bruce Willis de son père, qu'il a réussi à sauver de son père. C'est peut-être un petit hommage à Rolling Thunder. On pense évidemment au fait que ce soit Christopher Walken au Voyage au bout de l'enfer, mais je ne sais pas si c'est ouvertement, explicitement une référence à Rolling Thunder, mais en tout cas c'est... C'est une référence en tout cas au pilote au pilote de l'armée américaine, ça oui. On l'a dit, au-delà de ce premier niveau de lecture, il y en a un second, un peu plus profond, et on a l'impression que Rolling Thunder, à plus d'un égard, est une métaphore de l'Amérique de son époque. Je pense tout particulièrement au rapport au fils qu'instaure le Major Rain dans un premier temps, mais surtout à un autre personnage qui va venir plus tard, Linda, une Miss qui suit aveuglément le héros et qui épouse son sens du devoir. Pour ma part, j'ai eu l'impression que Linda, elle représentait véritablement les USA. Elle a une fascination pour les armes à feu, elle est associée à une chaîne de grands magasins, c'est une ancienne Miss, et j'ai l'impression qu'elle était un peu l'image de l'idéal que poursuivent les soldats américains, cette espèce de pays qui épouse leur cause et qui les accompagne dans leur combat. Est-ce que vous avez perçu Linda comme ça, ou est-ce que vous l'avez vue un peu autrement? Peut-être que je vais te demander à toi en premier, Charlotte. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est aussi une image de la nouvelle génération que Ray ne comprend pas du tout. D'ailleurs, on sent qu'il est totalement paumé avec les nouveaux codes quand il voit que sa femme porte pas de soutien-gorge. Et d'ailleurs, on voit aussi que elle ne porte pas de soutien-gorge, qu'il y a cette histoire de mini-jupe. C'est une femme a priori assez libre puisqu'elle a été déjà mariée très tôt. Elle s'est émancipée de ses parents. Et elle est capable de quitter son travail sur le champ sur n'importe quel coup de tête. Donc oui, il y a cette image d'une Amérique moderne, en tout cas, que lui, avec laquelle il est plus du tout en adéquation, quoi. Alors moi, je vais appuyer leur rapport conflictuel avec une scène qui est assez réduite dans le temps, mais que j'ai trouvée assez parlante. En fait, c'est un moment où Linda veut s'enfuir, elle ne veut plus partager la croisade du Major Rain, et le Major Rain va essayer de la retenir, puis ils vont se battre et on ne va pas bien comprendre qui retient qui, juste ils ont besoin de se porter des coups, et la scène va s'achever sur cette réplique assez forte de la part de Linda qui va dire au Major Rain « Tu as besoin de moi ». C'est là pour moi que la métaphore a pris tout son sens, et j'avais l'impression que c'était un pays qui disait à un soldat « Tu as besoin de moi pour te battre, t'as raison de te sacrifier ». Ouais, c'est joli, moi j'aime bien ton explication. Et ce que je trouve, pour aller dans ton sens, ce qui est assez tragique dans leur relation, c'est que, en fait, il y a une violence dans leur relation. Il n'y a plus de relation normale, parce que de toute façon, il a déjà tout donné. Et il y a une scène plus tard où ils vont faire l'amour, et lui n'a aucune réaction, en fait, il est totalement passif. C'est elle qui fait tout. Il va quand même utiliser ce personnage-là, quand je dis il, je pense à Schrader, pour humaniser le personnage du Major Rain, parce que même s'il reste froid avec elle, il va quand même faire en sorte qu'elle ne soit pas impliquée plus qu'elle ne devrait l'être en la laissant où elle est, parce qu'il l'aime. En tout cas, il la respecte suffisamment pour ne pas la faire souffrir plus qu'elle n'a besoin. Il comprend que c'est un personnage qui est sur la brèche, comme lui, même si elle a subi aussi beaucoup de choses dans son passé, mais même si c'est pas une violence physique comme lui a pu la subir. Et il comprend qu'elle a... On n'est pas sûr. Hein. Oui, c'est vrai, après, tu as raison. C'est un peu suggéré quand même. Mais on comprend que lui, en tout cas, a compris que pour qu'elle puisse avoir une chance dans la vie, il faudra que ce soit sans lui. Et donc, il essaye de faire en sorte que ce soit... que leur rupture se passe le mieux possible. C'est vraiment ce personnage-là qui permet d'humaniser et d'ouvrir les yeux au Major Rain. Et d'ailleurs, c'est pas innocent que la première fois qu'on le voit sans ses lunettes, c'est parce qu'elle lui enlève les lunettes pour qu'elle puisse enfin voir son visage. Il s'ouvre à ce moment-là. Et oui, tu fais le lien avec ce qu'on disait plus tôt, les lunettes qui masquent le visage des gens et qui leur permet de ne pas voir en face. Et on a l'impression, comme tu le dis, que dans ces scènes-là, Linda le force à regarder ce qu'elle est réellement. Il y a un plan, pardon, c'est juste pareil, pour ajouter une pierre. Il y a un plan où elle se regarde ils sont dans un motel et elle se regarde dans le miroir et elle dit qu'est-ce que je suis laide. Et en fait, son reflet, c'est lui et c'est pas elle, en fait, sur le premier plan. Et je sais pas très bien ce que ça veut dire symboliquement, mais j'ai trouvé ça assez joli comme idée en tout cas. Ah, on peut peut-être t'aider puisque dans Mishima, un des films suivants de Paul Schrader, il va utiliser également ce jeu de perspective sur les miroirs pour retirer le reflet à un de ses personnages.
Et à ce moment, dans Mishima, c'est vraiment un personnage qui est en quête d'identité, qui cherche ce qu'il va être. Donc on retrouve peut-être, à travers cet élément de mise en scène, même si on le répète, Rolling Thunder n'est pas un film de Shredder, mais de John Flynn, on retrouve une certaine filiation entre ces deux œuvres, au moins dans cet artifice-là. D'accord. Alors on a dit beaucoup de bien de Rolling Thunder jusqu'à présent, mais il y a quand même un point que je ne pouvais pas passer sous silence et qui, moi, personnellement, avec ma sensibilité qui est la mienne, m'a dérangé, c'est la représentation des minorités dans le film que je trouve problématique. Les personnages latinos, ils sont toujours ou presque néfastes. Ce sont des latinos qui viennent cambrioler Rain. Il n'y a pas non plus vraiment d'autres personnages issus d'une minorité qui viendraient apporter un contrepoids. On a l'impression que les latinos et les mexicains sont les antagonistes du film. Et c'est quelque chose qui va rendre Paul Schrader foudrage, puisque dans son scénario, il estimait avoir écrit une critique forte des États-Unis et de l'interventionnisme à l'étranger des forces armées américaines. Et pourtant, dans le film de John Flynn, il y a une espèce de zone floue où on ne comprend pas totalement quel est son message sur la société. Il y a quand même peut-être quelque chose qui est passé dans l'écriture de Schrader, c'est que il me semble que les personnages qui sont présentés comme les plus dangereux dans ce groupe de Mexicains, c'est deux Américains. En particulier, il y a le personnage de Slim qui donc est un ancien du Vietnam, lui. Et d'ailleurs, il va dire à Rain que lui, il était dans la boue au Vietnam, contrairement à Rain qui lui était au-dessus de tout ça, en train de canarder ceux qui étaient sur Terre. Et je sais pas si Flynn s'en est rendu compte, mais à travers ces personnages-là d'Américains, qui sont donc des mafieux, il y a un peu un message qui dirait que ceux qui foutent le bordel, c'est les Américains en tout cas. Toujours est-il que le film dépeint une Amérique de gens paumés et que ce soit ces Mexicains qui finalement sont des petites racailles, quoi. C'est pas du grand banditisme. Ou le personnage de Linda ou de Rain ou ces personnes qui rencontrent sur leur chemin, quoi. C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut parler du scénario original de Paul Schrader qui faisait du Major Rain pas le personnage. C'est un personnage, mine de rien, auquel on peut s'identifier, relativement positif. En tout cas, c'est pas quelqu'un avec gravement problématique. Il est même parfois idéalisé. C'est ça, ouais. Mais au départ, Schrader l'avait écrit différemlement. C'était un white trash, bien raciste comme il faut, qui revenait du Vietnam, donc traumatisé, et il voulait se taper du Mexicain comme il voulait comme il était parti aller se taper du Viet Cong. Et c'était ce que voulait faire. Schrader, un personnage qui ressemblait beaucoup plus à Travis Bickle, donc son héros de Taxi Driver, que ce personnage idéalisé joué par Devane. Pour l'anecdote, Travis Bickle devait même faire un caméo dans le film à l'origine, en tout cas dans le scénario original de Schrader. Oui, en fait, ça s'est déporté sur la famille du personnage de Tommy Lee Jones, qui eux sont des vrais rednecks, hein. des racistes. Pour le coup, on entend l'un des personnages qui dit la seule couleur que papa tolère, c'est le blanc. Effectivement, chez Rain, à part un sentiment de vengeance, il n'y a pas tellement autre chose qui est exprimé, quoi. Alors tu nous parles du Major Rain et j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur le pivot du récit, l'humain, mais avant de parler de cet être, Gretsch va nous parler de l'acteur qui l'incarne, William Devane. Alors oui, William Devane, il est fascinant dans ce film. Il a une carrière assez hallucinante dans le sens où c'est son seul vrai grand rôle. Pourtant, on connaît tous son visage. Alors les gens de ma génération le connaissent principalement pour les après-midi de semaine de TF1 des années 90. Parce qu'il interprétait le personnage de Greg Summer pendant 10 saisons dans la série Côte Ouest. C'était cette espèce de spin-off un peu chic de Dallas. Et William Devane, c'est vraiment l'acteur de série TV par excellence. On peut citer son rôle très marquant de président dans les dernières saisons de la série 24. Ah oui. Où il était vraiment excellent également. Au cinéma, on peut compter quelques films, quelques seconds rôles marquants avant Rolling Thunder qui lui ont permis probablement de décrocher ce rôle. Il joue notamment dans le tout dernier Hitchcock, Complot de famille. Il joue aussi dans John McCabe de Robert Altman ou Marathon Man. Je t'arrête juste une seconde, puisqu'on a mentionné Hitchcock, on est légalement obligé de passer un salut à XP qui nous écoute sûrement.
Oui, c'est vrai. Mention Salut légale, XP. salut XP. Et on va continuer à saluer XP parce que William Devane, un autre de ses très marquants second rôles, c'est Payback avec Mel Gibson à la fin des années 90. Au début des années 2000, il a aussi joué dans le Hollow Man de Paul Verhoeven ou dans le Space Cowboy de Clint Eastwood. Son dernier film, c'est une petite apparition employée de la NASA dans le Interstellar de Christopher Nolan. C'est ce fameux second rôle dont on connaît jamais le nom, mais à chaque fois qu'on voit son visage, on est obligé de se rappeler. Il a un sourire très communicatif. Et son interprétation dans Rolling Thunder est parfaite, tout en subtilité. Il passe du personnage très mutique du début au personnage ultra violent et déterminé à la fin du film. C'est un très grand rôle qu'il interprète de façon magistrale. Et je trouve qu'il la joue à la perfection, moi aussi, parce que on sent vraiment quelque chose de robotique dans son attitude, comme si on avait devant nous un être humain qu'on avait vidé de tous ses sentiments, et il ne restait plus que ses réflexes de militaire, comme manipuler une arme à feu, par exemple. On a l'impression qu'il est toujours dans l'économie du geste, qu'il ne va pas bouger un cil si ça n'a pas un but bien précis, et ça le rend encore plus difficile à appréhender, mais en même temps ça lui donne une vraie fêlure, ça rend ce personnage humain. Et c'est assez paradoxal de dire ça alors qu'on lui enlève les attributs d'un être humain habituel, mais en tout cas, ça lui donne une aspérité un peu originale, j'ai trouvé. Alors c'est intéressant que tu parles de ce côté robotique parce que j'ai pensé à un film qui est sorti quelques années après sur le côté sur le héros traumatisé qui est handicapé et qui revient de façon robotique, c'est le Robocop de Paul Verhoeven. Mhm. Alors là ça pousse le concept encore plus loin sur les prothèses, mais on a aussi affaire à à une histoire de vengeance. Il y a plein de thématiques communes aux deux films, hein, le rapport au fils, le rapport à la femme qui a refait sa vie. Robocop ressemble énormément à Rolling Thunder par plein de côtés. Le côté, il y a aussi le côté tragique du personnage qui a été manipulé pour tuer en fait et qui ne pourra pas s'en sortir quoi. C'est ça, il n'est plus maître de son destin. Dans Robocop, c'est une corporation qui décide Mhm. de son statut, alors que dans Rolling Thunder, c'est l'armée qui l'a abandonné, mais qui l'a défini pendant la majeure partie de son existence. À tel point d'ailleurs que le deuxième personnage dont on a peu parlé pour le moment, c'est le personnage de Tommy Lee Jones. Lui, il est également traumatisé, il souffre du même mal que le personnage du Major Rain, et lui, il trouve rien de mieux à faire que de se réengager pour 10 ans. Alors on peut quand même s'interroger, au-delà de ce jeu robotique qu'on a décrit, sur les valeurs qui vont définir le Major Rain. Qu'est-ce qui l'anime une fois rentré au bercail? Et moi j'ai particulièrement été intrigué par un point clair du scénario, c'est qu'il n'est pas en quête de rédemption, il n'est pas en quête de justice, il est en quête de vengeance. Il part parce que son devoir d'homme, de citoyen américain, est de venger sa famille, d'obtenir une juste rétribution d'après ses propres critères qui sont très animaux parfois. Est-ce que vous avez perçu un peu la même chose? Alors, il y a une façon de le filmer qui est assez particulière dans le film. Euh, Quand il est chez lui, il est filmé souvent dans le noir. Son visage est à moitié dans l'obscurité. Et en fait, dans la maison, on a l'impression qu'il fait nuit. Je sais pas si vous avez eu cette impression. Mhm. C'est très oppressant chez lui. C'est ça, il y a pas de, il y a très peu de lumière. C'est des lumières très traversantes ou très tamisées. Je pense que c'est voulu pour faire le lien avec justement sa situation de prisonnier, pour montrer à quel point le personnage est prisonnier de sa vie, de sa nouvelle vie. Et habité par une part d'ombre. Oui, et en fait, c'est un peu en correspondance avec ces lunettes de soleil qui sont une protection par rapport au monde et qui est une barrière entre lui et l'extérieur, comme s'il était toujours plongé dans le noir, quoi, en fait. Et puis il y a un plan enfin une série de plans qui m'a frappée. C'est une scène où il joue au baseball il fait des échanges de balles avec son fils. Donc il est au loin dans le plan et son fils est au premier plan. Il y a Cliff donc l'amant de sa femme qui entre dans le champ. Le fils se retrouve vraiment entre les deux, pile au milieu du plan, donc il est vraiment symboliquement tiraillé entre les deux. Et à ce moment-là, Cliff demande à Mark de lui envoyer la balle. Donc Mark, c'est le fils, hein. Et dans son déplacement, de façon assez furtive, il se place devant Rain. Et du coup, Rain est complètement effacé de l'image, quoi. Et dans le plan suivant, il est dans le flou, dans le fond, et il sort de lui-même de l'image, comme si, quoi qu'il arrive, il pouvait plus, en fait,
être en présence de ce que sa vie était, quoi. Il y a vraiment un... Je me disais qu'on pouvait peut-être essayer de voir le film comme si c'était un fantôme dès le début. Et un fantôme qui, du coup, pouvait plus retrouver sa place dans la vie et dans le monde. Et d'ailleurs, quand il parle de sa vie avant sa captivité, il dit «quand j'étais vivant». Oui, tu as raison. D'ailleurs, c'est lui-même qui sort de cette scène et qui dit j'en peux plus. Il dit I'm beat en anglais. Donc j'en peux plus, qui peut Mhm. vouloir dire je suis crevé. Mais alors on a du mal à concevoir ce personnage comme fatigué vu comment il enchaîne les pompes la scène d'avant. Mais qui peut aussi vouloir Ouais. dire j'en ai marre en fait. Et on se demande si par là il ne veut pas dire qu'il en a marre d'assumer son rôle de père, qu'il n'arrive plus à vivre vraiment, et si il n'a pas besoin de se réfugier dans la solitude qui est la sienne et dans l'emmurement qu'il a établi autour de lui au fur et à mesure du film. Ouais, puis il arrête pas de partir de lui-même en fait. Et en particulier autour de cette histoire de baseball, parce que le baseball c'est vraiment ce qui représente son fils. Dans sa chambre, il y a des posters de baseball, sa couverture c'est une équipe de baseball, il me semble. Et il y a une Oui, scène où il observe son fils en train de jouer au baseball. Et on sait que plus tard, dans le plan d'après, qu'il avait l'intention de faire un peu de baseball avec son fils parce qu'il a un gant de baseball à la main. Mais en fait, il l'a pas fait. Et il y a un truc un peu triste, même très triste dans cette idée-là, parce que dans un des plans d'avant, dans une des scènes d'avant, il parle avec un de ses supérieurs et il dit qu'il veut pas perdre son fils et qu'il fera tout pour qu'on ne lui enlève pas. Et on sait que c'est un serment qu'il ne peut pas tenir puisque son fils se fait tuer sous ses yeux. Et je me demandais, on va parler de morale après, s'il n'y avait pas un parallèle entre la scène où Rain se fait tirer dessus par ce personnage de Slim, qui donc est un ancien du Vietnam et qui est devenu un malfrat, et où lui-même, et je vais spoiler, je suis désolée, tire à bout portant de la même manière sur Slim. Donc il y a cette idée de œil pour œil, dent pour dent, donc de vengeance quoi vraiment, et où il va réussir il va sortir en fait avec son coéquipier en fait Tommy Lee Jones et sauver Tommy Lee Jones alors qu'il n'a pas pu sauver son fils auparavant. En fait, dans la relation qu'ils ont entre eux, Rain et le personnage de Tommy Lee Jones, je suis désolée parce que j'ai oublié son nom, je me demande s'il n'y a pas un peu une façon de reconstruire une relation de père à fils, quoi. c'est vrai qu'on a l'impression qu'entre ces deux personnages, il y a un vrai rapport filial qui s'instaure, tellement le personnage de Tommy Lee Jones lui répond aveuglément. Et tu l'as dit, on va aborder la question de la morale, et moi je me demande, tout au long de ce mois de novembre, à quel point Shredder va continuer à théoriser cet axe, c'est-à-dire la morale qui s'oppose à l'instinct. La morale voudrait que le Major Rain soit un bon père, et pourtant son instinct le pousse à se replier sur lui-même. La morale voudrait qu'il confie la résolution du meurtre de sa femme et de son fils à la police et qu'il attende, et pourtant il va se lancer dans une croisade de vengeance qui est elle aussi très animale. On a l'impression que ce personnage Shredder rien là, il n'est plus dans une logique qui l'inscrit dans la société, il est sorti des normes, sorti des codes, il est un peu en roue libre et il ne répond plus qu'à une espèce de logique qui n'appartient qu'à lui-même et qui lui permet de vivre au jour le jour en fait. C'est là que le film s'inscrit dans une espèce de mouvance de l'époque aussi, un film de vengeance. On peut penser au Le Justicier dans la ville avec Charles Bronson, Ouais. qui est l'exemple le plus frappant. Mais, et c'est assez surprenant de la part de Paul Schrader quand on y pense, quand on voit le reste de sa filmographie, parce que tu as opposé vengeance et rédemption. Le reste de la filmographie de Schrader va plutôt aller dans le sens de la rédemption, alors que celui-ci choisit clairement le camp de la vengeance. En fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais il représente aussi le fait qu'il soit revenu alors qu'il a été fait prisonnier après une opération qui est vraiment une catastrophe, non seulement politique, mais aussi stratégique pour l'Amérique. C'est qu'il représente il est un symbole vivant en fait de la défaite cuisante de l'Amérique, et ça c'est hyper dur quoi pour l'Amérique qui aime tant se placer C'est très juste, en, ouais. Du côté des vainqueurs, ouais. ouais, voilà, en vainqueur, quoi. Puis en lumière pour le monde, quoi. Mais alors dans ce cas-là, est-ce que la quête de vengeance du Major Rain, c'est une façon de laver l'affront de l'opération Rolling Thunder et de savourer une victoire là où ça a été un échec auparavant? Même si ce transfert, il peut paraître complètement déconnant, évidemment, on va pas adhérer à ce que ce personnage va faire.
Mais on peut se demander si c'est pas cette rédemption-là qu'il atteint finalement. Ben, moi, j'aurais du mal à soupçonner Shredder de ça. Surtout que la façon dont il le représente, c'est vraiment un héros tragique. Il a vraiment toutes les caractéristiques du héros tragique du théâtre classique, quoi. Euh, et en fait, les gens à l'extérieur aimeraient en faire un héros, comme Linda qui se définit comme une de ses groupies. Euh, mais lui, en fait, il est pas du tout prêt à ça, quoi. Euh, Il y a vraiment une série d'attributs chez lui qui fait vraiment penser à ces héros des pièces grecques et plus tard des pièces classiques. Son statut d'être supérieur, autrefois dans les pièces c'était des rois, comme Édipe par exemple. Lui c'est un militaire et au début il est mis à l'honneur. Il y a cette blessure qui le handicape autant psychiquement que physiquement. Il y a ce destin où on a l'impression qu'il peut pas s'en échapper et une série de malheurs qui s'abattent sur lui. De sa femme D'abord il est fait prisonnier, sa femme le quitte, puis sa famille se fait abattre sous ses yeux. Et en fait, il est héroïsé par les personnes qui sont autour de lui. Et il y a aussi ce personnage de Tommy Lee Jones en dehors de Linda. Il y a ce personnage de Tommy Lee Jones qui a un comportement très étrange vis-à-vis de Rain. À chaque fois qu'il le rencontre, on sent qu'il a du mal à le quitter. Il lui dit au revoir plusieurs fois. Il revient vers lui à chaque fois. Et vraiment, il y a un truc chez le héros classique qu'on retrouve chez Rain, qui est que sans vouloir, il produit sa propre tragédie. Et même s'il essaye d'échapper à la malédiction divine, et il y a quelque chose qui est très récurrent chez Shredder, c'est que les personnages ont plutôt tendance à choisir la malédiction que la bénédiction, en fait, chez lui. C'est vraiment, pour moi, dans le film, et c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans ce dont tu parlais, Grey, dans les films de vengeance, c'est œil pour œil, dent pour dent, qui est une morale hyper violente, mais qui est effectivement assez récurrente dans les films de cette époque. On peut penser à Peckinpah, par exemple, et qui est pas mal repris chez Schrader d'une manière ou d'une autre. Pour prendre une autre référence biblique, les deux personnages ont fui un enfer et leur retour à la maison est loin d'être un paradis. En fait, ils vivent au purgatoire. Ils sont en attente de leur mort réelle, tout simplement. Parce qu'en plus, on ne peut pas vraiment définir leur moralité. Est-ce que le Major Rain est bon ou mauvais? C'est impossible à dire au début, c'est impossible à le dire à la fin non plus. Sa trajectoire ne nous permet pas de l'évaluer humainement. On a simplement face à nous un personnage qui est un peu dysfonctionnel. Et c'est la même chose avec le personnage interprété par Tommy Lee Jones, qui lui est quasi mutique, même avec le personnage du Major Rain, hein, il est mutique avec sa famille, avec tout le monde. Quand il va voir le Major Rain à l'hôpital, il commence à partager un tout petit peu quel est son quotidien. Il exprime le fait qu'il n'arrive pas à s'intégrer à sa vie, à la vie normale. Il ne comprend pas les gens qu'il a autour de lui. Et le Major Rain se désintéresse même de cette discussion. Oui. Il regarde ailleurs. Les deux sont complètement déconnectés. Effectivement, il y a un moment où Vauden lui propose de rentrer dans sa chambre d'hôpital. Et la seule réponse de Rain, c'est si tu veux, pourquoi pas. Vraiment, il n'y a aucune implication de sa part, quoi. C'est quelqu'un qui n'est plus capable d'aimer finalement dans son rapport avec sa famille ou même avec ses camarades et ses frères d'armes. Ouais. Le seul moment où il a une implication, c'est quand il a aucune hésitation justement à abandonner sa famille pour suivre le Major Rain dans leur croisade complètement folle. Il sait qu'il ne reviendra pas et il n'attendait que ça en fait. C'est une scène qui respire le malaise dans cette famille. Hein. Il va suivre son compagnon en plein milieu du repas pour assouvir la seule chose qu'il fait vivre, c'est-à-dire ses pulsions meurtrières. Eh bien, tu me mâches le travail, Grey Pigeon, puisque j'allais justement évoquer le personnage de Tommy Lee Jones et un point qui se situe à la fin de l'intrigue, donc on va spoiler encore une fois un peu, c'est le moment où le Major Rain part pour sa dernière exécution, là où il va assouvir son but ultime, la vengeance envers ceux qui ont commandité le meurtre de sa femme et de son enfant, ou tout du moins ceux qui l'ont piloté. Dans cette séquence, j'ai eu l'impression que Shredder et Flynn réussissaient leur pari parfaitement parce que ils nous proposent Tommy Lee Jones, un personnage qu'on a très peu vu jusqu'ici, qu'on a représenté de manière
très caricatural dans son cercle familial, et pourtant on comprend tout de suite pourquoi cet ancien rescapé va suivre le même cheminement logique, moral, que le Major Rain. Son adhésion à la quête du Major Rain, elle est totale, elle est immédiate, et pourtant le spectateur la comprend. J'ai l'impression que c'est là que le film réussit le mieux à asséner son message, celui que ces gens qui sont revenus des conflits armés reviennent vides et qu'ils ont du mal à retrouver pied avec leur existence réelle tellement ils ont été bouleversés par les combats. Ouais, et puis on sent qu'en fait, c'est des personnages qui rentrent dans. Enfin, je pense, parce que je pense aussi à Taxi Driver, que là, Shredder montre des personnages qui reviennent dans un monde qui est très violent en fait et qui est aussi fait de putes, de voleurs, Hmm. de gens qui ne s'intéressent qu'au fric, de racistes. Enfin, on sent qu'il y a ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour eux, quoi. Enfin, c'est pas, ils retrouvent une humanité qui n'est pas mieux que celle qu'ils ont quittée, quoi. D'ailleurs, tu parles de Taxi Driver, on peut souligner que dans les deux séquences de fin, il y a une vraie symétrie. Elles sont presque cousines l'une de l'autre, sans aucun Mm, mm. doute. Ouais, on a dans les deux cas une violence brute et naturaliste euh, qui se, en plus qui se terminent toutes les deux dans un bordel. Je pense que c'est pas anodin. En fait, je sais pas si c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose qui tient de Schrader et de son protestantisme, mais pas de son protestantisme d'ailleurs, parce que la figure est particulière. La pute chez qui Tommy Lee Jones se rend, elle a son argent qui est rangé sous une statue et c'est une statue de la Vierge. Et je me dis, c'est marrant parce que c'est la seule chose qu'on n'osera pas toucher si quelqu'un vient braquer sa chambre pour chercher de Ah, l'argent. c'est intéressant, ça, j'avais pas pensé. Ouais. Euh, Hmm. et il y a une scène juste après, un plan juste après, où elle se déshabille et elle se déshabille face à une statue du Christ enfant. Et ça, c'est très proche des Écritures, puisque d'après l'Écriture, les premiers sont les plus pauvres et les plus défavorisés, dont les prostituées. Et je pense que ça, c'est une petite touche schraderienne. Il n'y a pas beaucoup d'indulgence et il n'y a pas beaucoup d'amour dans la façon de représenter les personnages dans ce film. Mais dans ce personnage de la prostituée, je pense que c'est pas totalement anodin qu'elle soit représentée avec ces figures religieuses autour d'elle. Je pense qu'il y a une indulgence dans le regard de Shredder ou de John Flynn à son propos. Ça ne fait aucun doute, on connaît sa fascination pour la religion et on sait que c'est un des thèmes moteurs de sa filmographie. Et la figure de la prostituée, ou de la pute si on veut, elle va être récurrente dans son cinéma et elle va revenir régulièrement, comme dans Taxi Driver, on l'a déjà évoqué, dans Hardcore c'est aussi le cas, et comme de nombreux films qu'on va continuer de dérouler tout au long de ce mois de novembre consacré à Paul Schrader. Alors on ne s'est pas mis d'accord avant l'enregistrement, mais on a coutume chez les réfracteurs de poser une petite note sur chaque film. Et primeur aux invités, je vais vous demander quelle note vous décerneriez à ce Rolling Thunder qu'on a regardé tous les trois et autour duquel on a pu travailler dans la joie. Alors toi Charlotte, quelle note tu lui donnerais? Écoute, je vais dire 6 parce que je pense que c'est pas un très grand film en termes de réalisation, mais c'est un film hyper intéressant et plus on travaille dessus et plus je trouve qu'il y a des choses à en dire, quoi. Donc je dirais 6, c'est un peu sévère, mais allez, 6. Et toi Greg, quelle note? Alors pour avoir pas mal de recul sur la filmographie de Paul Schrader, j'ai envie de mettre une bonne note parce que je considère que Rolling Thunder fait partie des vraiment du haut du panier de sa filmographie. On n'est pas au niveau de Taxi Driver, on est d'accord. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je vais quand même lui donner un 7 sur 10. Parce que pour la prestation de William Devane que j'ai trouvé exceptionnelle, C'est pour vrai. le fait de voir Tommy Lee Jones jeune, on n'a jamais vu Tommy Lee Jones jeune. Euh, on a toujours cru qu'il avait toujours été vieux, mais non, rien que pour ça, je suis content d'avoir vu le film. Non, je plaisante bien sûr, Ça a mais été un coup de foudre pour Charlotte d'ailleurs. C'est vrai, j'ai le, été bluffée par sa beauté. et Devane est très beau aussi dans son genre. Hein. Il est très charismatique, comme C'est je le vrai. disais, son sourire presque carnassier emporte l'adhésion immédiatement. J'ai passé un excellent moment devant le film. Alors il a beaucoup de défauts, notamment sa réalisation. Tu l'as dit, Charlotte. On a très peu parlé de John Flynn, mais il a une toute petite carrière. Hein. John Flynn, il a fait quelques séries B dans les années 80 et ça s'arrête là. Mais vraiment, non, une bonne surprise. Je conseille ce film à tout le monde. Eh bien, pour ma part, je vais aller sur un 7 aussi. J'ai déjà exprimé ce qui m'avait un petit peu dérangé au niveau de la représentation des minorités. Je suis obligé de le prendre en compte.
mais j'ai été fasciné par le portrait de ce personnage froid, calculateur, prêt à tout pour arriver à ses fins, mais qui en même temps est défini par une espèce de code moral certes défaillant, mais auquel il va se montrer totalement inflexible. C'est vraiment ce personnage que je retiens presque plus que le film, c'est un vrai portrait pour moi. Partons donc sur un 7, si on fait la moyenne cumulée de nos 3 notations. Et avant de se quitter, je tenais à vous rappeler que le mois spécial Paul Schrader bat son plein sur notre site, qu'il y a quasiment tous les jours des nouveaux articles ou des nouveaux podcasts pour mieux cerner le cinéma de cette personnalité. Et je crois d'ailleurs, j'en suis même sûr, que Gray et Charlotte, vous allez revenir très bientôt pour nous parler de Paul Schrader. Charlotte, tu reviens pour Mosquito Coast en article écrit, il me semble, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est un film intéressant dans le parcours de Schrader, malgré les apparences. Alors Gray, pour toi, on va se retrouver très très vite puisque dans 2 jours, on sera réunis pour parler ensemble de la première réalisation de Paul Schrader, Blue Collar. Et Blue Collar qui est intéressant à plus d'un titre, notamment sur la représentation des minorités. Je pense que Schrader a probablement voulu se rattraper un petit peu. On va en reparler. Absolument. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'être venus pour cette chronique audio. C'était un plaisir de l'animer avec vous. Vous avez été brillantissimes. Je suis ravi du rendu final. Il ne me reste plus qu'à la monter à la sueur de mon front. Et je le redis, encore une fois, merci Gray, merci Charlotte d'être venue. Ah, merci à toi Spike, c'était super. Merci à toi, c'est un plaisir partagé. Et comme vous le savez, si vous êtes des auditeurs fidèles, on a l'habitude de faire des bisous spéciaux à chaque film qu'on traite. Alors aujourd'hui, pour Légitime Violence, j'ai envie de faire des bisous au crochet. Ça vous va? Allez. Et où est le crocodile? Ah, c'est vrai ça. Bisous du capitaine Crochet alors. À bientôt.